Bonjour à tous. On vous laisse vous connecter tranquillement. On va attendre du coup 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive. On attend encore 1 minute et puis on pourra commencer. Allez. Du coup, les d'autres personnes pourront nous rejoindre en cours de route, mais on va commencer pour que ceux qui étaient à l'heure puissent en profiter. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Nous allons échanger aujourd'hui avec vous sur le sujet de la nature, plus spécifiquement sur les risques liés à la nature, afin que vous puissiez, vous, en tant qu'entreprise, mieux maîtriser les conséquences sur vos activités. Donc, je me présente rapidement, Sabrina Collin, je suis manager biodiversité, je suis formation initiale en écologie et je suis en charge de l'équipe de consultants en biodiversité qui accompagne les clients sur les sujets biodiversité et nature, donc que ce soit autour des impacts et dépendances, de la matérialité, de la mesure d'empreinte, l'accompagnement sur certains cadres de référence comme TNFD, SBTN, l'intégration de la CSRD et aussi les risques notamment. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Dorothée et Sybille, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Dorothée Vauquier, consultante au sein de SE Advisory Services, donc depuis 5 ans dans l'organisation et j'accompagne les entreprises sur les sujets climat et nature. Et je laisse la parole à Sybille. Bonjour à tous, et moi j'appelle Sybille Lamy, je suis en charge du développement durable chez Solina dans l'industrie agroalimentaire et je viens faire un témoignage client d'une mission qu'on a fait avec Sabrina et Dorothée. Merci à toutes les deux. Donc effectivement, pour ceux qui nous connaissaient sous le nom d'EcoAct, nous sommes à présent pleinement intégrés au groupe Schneider Electric sous le nom de Schneider Electric Advisory Services et nous poursuivons en fait l'accompagnement de nos clients sur les sujets du développement durable et avec, comme vous le verrez aujourd'hui, une poursuite de développement sur les solutions digitales pour l'aide à la prise de décision et l'amélioration des performances. Depuis 2022, on a développé une expertise nature et biodiversité. Initialement, on était positionné sur les sujets climat. Et à présent, donc, on a réalisé maintenant une quarantaine de projets nature, biodiversité sur différents secteurs d'activité. On participe également à différents groupes de travail, dont notamment celui de l'ISO, par le biais de l'AFNOR, sur les sujets biodiversité, et dont notamment la première norme biodiversité a été publiée il y a un mois maintenant, là, en CLISO 17298. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent sur le sujet de la biodiversité, de la nature. Et on va pouvoir, nous, faire un focus aujourd'hui sur la partie risque. Donc, ce qu'on vous propose, c'est déjà quelques définitions et des concepts autour de la biodiversité et de la nature pour qu'on parte tous avec le même bagage. Dorothée vous présentera ensuite notre approche méthodologique autour des risques. Sybille, comme elle vous l'a dit, elle vous fera un retour d'expérience sur une mission que nous avons réalisée pour Solina avec
notamment une partie sur l'identification des risques. Et ensuite, on vous présentera nos outils, les outils qu'on a développés en lien avec les risques liés à la nature, donc 2 outils, Biodivap et Narval. Il y aura un temps d'échange à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de discussion et on prendra le temps d'y répondre à la fin du webinaire. Donc déjà, pour commencer, donc on a une première partie qui est interactive. Donc vous pouvez du coup vous connecter avec vos téléphones ou pas avec votre ordinateur. Donc vous tapez slido.com, vous flashez le QR code, vous mettez le numéro de la session et vous pourrez du coup vous connecter. Et ma première question, c'est alors, je regarde si vous arrivez à vous connecter, j'espère que oui. C'est de savoir en fait quel est votre du coup, niveau actuel de compréhension de la biodiversité. Est-ce que vous vous considérez comme novice ou plutôt comme expert? On a donc novice, débutant ou niveau 4-5, du coup plutôt expert. Donc je vois qu'il y a pas mal d'experts aujourd'hui autour de la table. C'est très, très intéressant. Euh, Très bien, ça donne un peu un premier aperçu. Ah, il y a quelques débutants également. Très bien. Du coup, je pourrais adapter aussi mon discours en fonction. Donc, ouais, je vois que c'est. Oui, donc finalement, ouais, on a un peu. C'est très bien réparti. Euh, donc, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, comme on voit qu'il y a, tout le monde n'a pas forcément le même niveau de connaissance, c'est pas mal de repartir sur quelques bases. Donc, ce sera des redites pour certains, mais pour d'autres, ce sera peut-être du coup une nouveauté. C'est déjà pour vous, en fait, qu'est-ce qui constitue la biodiversité? Quand on parle de biodiversité, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les animaux qui sont sur Terre, c'est les arbres et les plantes, plutôt les bactéries et les micro-organismes, ou tous les êtres vivants qui sont sur Terre. Donc, c'est pareil, je vous laisse du coup donner vos réponses. Alors, je laisse encore un petit peu de temps, je vois que ça augmente. Et donc, effectivement, quand on parle de biodiversité, c'est vraiment les êtres vivants. Donc, c'est tout ce qu'il y a de vivant sur Terre. Donc, que ce soit effectivement les bactéries et les micro-organismes, mais aussi les arbres et les plantes, et aussi les animaux. Donc, finalement, c'est tout ça, la biodiversité. Donc, je vois que c'est une notion qui est comprise. Donc, quand on parle de biodiversité, effectivement, on a des éléments de référence qui sont le joli, mais il n'y a pas que le joli dans la biodiversité. Il y a aussi tout un tas de choses un peu moins sympas, mais ça fait partie aussi de la biodiversité. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour ceux qui travaillent sur ce sujet, donc c'est un sujet qui est complexe parce qu'il y a il y a différentes composantes, donc que ce soit la diversité génétique. Donc, on est tous de la même espèce, mais on est tous différents, comme on peut le voir là aujourd'hui. Euh, la diversité des espèces, donc plus de 2 millions d'espèces euh, découvertes et encore d'autres à découvrir, et la diversité des écosystèmes, donc c'est-à-dire toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les organismes vivants et les environnements naturels. Donc, et la biodiversité, quand on parle de biodiversité, on parle de ça. Donc, un autre point aussi, c'est que parfois on parle de biodiversité, parfois on parle de nature. C'est quoi la différence entre la biodiversité et la nature? Donc, comme on l'a vu, la biodiversité, c'est vraiment la fraction vivante de la nature finalement. Et la nature, bah, c'est les éléments vivants et non vivants. Donc, dans le non vivant, bah, on va avoir le sol, la terre, l'eau, l'air. Et en fait, la combinaison des éléments vivants et non vivants donne la nature. Donc, parfois, on étend le sujet de la biodiversité à la nature. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est deux choses qui sont interdépendantes, mais quand on parle de nature et de biodiversité, c'est quand même deux choses différentes dans la prise en compte. Alors, à votre avis, une fois qu'on parle, qu'on sait ce que c'est maintenant la biodiversité, quelle part des activités économiques dépend fortement de la nature? Donc,
10% des activités économiques, 5%, 25% ou 50% des activités économiques. Alors, je vous laisse répondre. Je vois que ça répond aussi pas mal. Donc, on va aller voir vos réponses. Donc, effectivement, donc le Forum économique mondial estime que 50% des activités économiques dépendent fortement de la nature. Donc, vous verrez, c'est un des enjeux aussi quand on étudie les sujets de biodiversité, c'est de pas uniquement se centraliser sur les impacts, comme on peut le faire pour d'autres thématiques environnementales, mais également de prendre en compte la notion de dépendance, hein, parce que on va le voir, ça peut générer des risques derrière. Et le sujet des risques est quand même ce qui préoccupe les entreprises, puisque c'est savoir quelle est la pérennité de mon activité économique vis-à-vis de ces risques. Et on peut voir aussi la nature comme une opportunité, hein, parce qu'on parle de risque, mais il y a aussi la notion d'opportunité. Donc, en prenant par exemple la pervenche de Madagascar, qui est une plante du coup qui est utilisée dans le traitement des cancers et qui a une valeur du coup de marché de plus de 100 millions avec plus de 100 000 personnes qui y soignées par an. Donc, on voit aussi qu'il y a le sujet des opportunités qui est à prendre en compte quand on réfléchit à la notion de nature et de risque. Il n'y a pas que des risques à prendre en compte. Je vais laisser maintenant la parole à Dorothée, qui va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Merci Sabrina. Donc en effet, on a bien identifié ce qu'était la biodiversité, ce qu'était la nature. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est également de prendre en compte l'importance de l'effondrement actuel de la biodiversité. Donc vous voyez sur le graphe en effet les différentes limites planétaires qui ont déjà été franchies. Et donc en effet, il n'y a pas que le changement climatique à prendre en compte dans les analyses, mais la biodiversité est vraiment l'un des plus grands risques de ce siècle, et particulièrement en effet sur les dernières décennies, sur les 50 dernières années uniquement, on a vu une baisse drastique des populations. Donc plus de la moitié des populations marines, près de 70% des populations terrestres et 85% des populations d'eau douce qui ont donc disparu, donc soit voilà, 73% de la taille moyenne de la population animale sauvage surveillée qui a disparu selon l'indice Planète Vivante. Donc on est vraiment sur l'un des enjeux majeurs, voire l'enjeu majeur de ce siècle. Et donc pour lutter contre cet effondrement, c'est important de bien comprendre quelles sont les interactions entre les organisations et la nature. Et donc d'un côté, les organisations vont en effet dépendre de la nature. Donc on voit ici différentes typologies de services écosystémiques. On va notamment avoir une dépendance à des services écosystémiques d'approvisionnement. Donc les entreprises et les organisations vont en effet dépendre des matières premières, comme les fruits, les matériaux, qui sont donc produits par la nature. Les organisations vont également dépendre des services de régulation. Donc ici, on va parler des services qui régulent certains phénomènes naturels. Donc par exemple, la régulation du climat ou la pollinisation sont les services les plus connus de régulation. On a également les services culturels où là, on va plutôt analyser les bénéfices immatériels pour la société générés par la nature, comme le tourisme ou le patrimoine culturel, dont on dépend également pour l'activité économique. Et enfin, les services écosystémiques de support. Donc ces services-là sont nécessaires au fonctionnement des autres services. On va notamment avoir par exemple la photosynthèse qui donc permet aux organisations également de générer leur activité économique. Et donc, on a d'un côté cette forte dépendance à ce que la nature peut produire et nous partager, mais de l'autre côté, on a également des forts impacts sur la nature via les activités économiques. Donc, on a notamment les 5 pressions que vous voyez ici à l'écran. Le changement climatique en fait partie, mais c'est seulement l'une des 5 pressions. On va également avoir un impact sur le changement d'usage des sols, la surexploitation des ressources naturelles, ou encore les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Et donc, en effet, via ces impacts et ces dépendances, on va également analyser les risques qui sont générés via ces interactions. Donc, d'un côté, les dépendances
les activités des organisations vont générer une modification des services écosystémiques, par exemple en exerçant des pressions sur l'approvisionnement en matières premières, et également les impacts via l'activité vont également impacter un changement de l'état de la nature. Et donc, ces deux éléments vont générer, in fine, des risques, c'est-à-dire des menaces potentielles qui pèsent sur l'organisation en raison des dépendances et de son impact sur la nature. Donc, vous voyez ici, on a 4 grandes typologies de risques qui peuvent être générés par ces impacts et ces dépendances. On a notamment les risques physiques que l'on connaît également avec le prisme climat, comme les sécheresses, les inondations, donc les aléas climatiques notamment. Les risques de transition, où on pense également beaucoup au durcissement réglementaire. Et on a également donc l'instabilité des écosystèmes, où par exemple, on va avoir l'impact de la déforestation, l'effondrement des pollinisateurs ou encore l'acidification des océans, qui peuvent donc être une menace très importante pour les organisations. Et enfin, l'instabilité financière. Donc là, on pense notamment à la volatilité des prix des matières premières notamment. Et donc, on voit que, en effet, les activités économiques peuvent générer des risques importants par boucle de rétroaction également sur les organisations. Et donc, une petite image pour illustrer, en effet, l'importance de bien analyser l'impact des organisations et les dépendances sur la biodiversité. Donc, petite image qui permet en effet de bien comprendre l'importance du changement climatique, mais la biodiversité qui est encore un enjeu prioritaire. Et donc pour cela, nous allons maintenant vous détailler notre approche méthodologique pour l'évaluation des risques biodiversité. En effet, donc on a ce déroulé qui permet en effet de réconcilier les entreprises et la nature via 5 grandes étapes. La première visant naturellement donc à sensibiliser les équipes via des formations, des études comparatives des pairs pour également saisir les enjeux autour de l'organisation. Puis, l'étape de priorisation est clé pour bien cibler les enjeux liés à la nature et à la biodiversité. Donc pour cela, on réalise une étude de matérialité pour déterminer les enjeux clés des organisations, notamment le long de la chaîne de valeur des activités, avant de venir évaluer les risques et les opportunités liées à la nature sur les enjeux qui ont été priorisés. Puisque c'est une analyse complexe, l'important c'est d'abord de bien prioriser les enjeux pour ensuite creuser et voilà, identifier les risques et opportunités potentielles. Une fois cette évaluation conduite, on peut ensuite réfléchir à la fixation de cibles pour définir des objectifs basés sur la science ou des indicateurs de suivi internes à l'entreprise. Et enfin, la construction d'un plan d'action, donc via les cibles, pouvoir suivre les progrès, sélectionner des actions pertinentes pour élaborer la stratégie environnementale. Donc ces 5 étapes-là permettent en effet de pouvoir analyser de bout en bout la stratégie nature des organisations. Et aujourd'hui, on va particulièrement détailler l'étape 3 qui est sur l'évaluation des risques notamment. Et donc pour aller un peu plus dans le détail, nous allons décomposer l'analyse du score de risque physique nature pour comprendre comment notamment accompagner les organisations sur l'évaluation de ce score. Donc, comme pour le climat, pour analyser un risque physique nature, on va devoir analyser d'une part l'exposition de l'organisation aux facteurs externes et également la vulnérabilité à des facteurs internes. Donc, vous avez ici la décomposition. Sur l'exposition, on va avoir déjà tout d'abord donc l'état de la nature qui peut impacter le score d'exposition. Donc par exemple, la proximité des zones sensibles, la qualité des sols, la qualité de l'air, par exemple, qui sont des facteurs qui peuvent donc avoir un impact clé sur l'état de la nature actuelle. Et on a également les mécanismes qui provoquent un changement d'état de la nature. Donc on va avoir notamment les impacts sur la nature via la contribution aux pressions qui vont venir donc changer l'état de la nature et les facteurs externes. Donc, par exemple, selon la gravité des effets ou des conséquences des risques, le changement d'état ne sera pas le même. Donc on a l'état actuel de la nature et les mécanismes qui vont venir changer cet état-là.
Et sur la vulnérabilité à des facteurs internes, on retrouve également des paramètres qui vous sont peut-être familiers avec des analyses de risque climat ou des analyses de risque plus classiques, où on a en effet la criticité de l'activité. Donc ici, on va regarder les différents process de l'organisation et les différents sites pour pouvoir justement prioriser les process clés et les sites qui sont en effet les plus critiques par rapport à ce risque-là. On va également analyser la sensibilité physique et les dépendances. Donc sur cette étape-là, on va bien lister et analyser les niveaux de dépendance auxquels les processus le long de la chaîne de valeur sont confrontés. Et enfin également, donc ça fait également écho à l'analyse climat, analyser la capacité d'adaptation. Donc est-ce que l'organisation a bien identifié les ressources disponibles pour se préparer à ce risque et promouvoir l'adaptation. Donc on retrouve finalement voilà, les paramètres qui font écho à une analyse climat. Ici, on va surtout avoir la partie exposition qui est particulière à la nature, où on intègre l'état de la nature et la modification de l'état de la nature pour avoir donc ce fameux score de risque physique nature, qui permet donc d'illustrer la dégradation de la nature et de la perte des services écosystémiques. Et donc analyser ce score permet d'une part d'identifier les risques et aussi dans un exercice de hiérarchisation des sites, des activités de l'organisation. Et donc, pour accompagner sur l'évaluation de ces risques liés à la nature, nous proposons cette stratégie en 4 étapes, avec une première phase préparatoire qui vise notamment à cadrer le projet, fixer les éléments clés et collecter les données nécessaires à la conduite de l'analyse. Puis, nous allons avoir donc une phase pour analyser l'exposition aux facteurs externes, notamment donc le risque de dégradation des services écosystémiques à l'échelle locale, puisque pour bien analyser l'état de la nature et la modification de cet état, donc c'est important d'être voilà, à la maille très localisée. Ensuite, donc, on analyse la vulnérabilité aux facteurs internes de l'organisation. Donc, pour ce faire, on caractérise la vulnérabilité selon les dépendances aux services écosystémiques, également, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la criticité économique et la capacité d'adaptation. Et enfin, une phase de préparation d'un plan d'action risque pour identifier et prioriser des mesures de maîtrise des risques. Et donc, comme vous le voyez, les étapes 2, 3 et 4 sont conduites à l'aide de notre plateforme Narval. Donc, je vais laisser ensuite Sabrina vous détailler plus tard dans le webinaire cette plateforme pour comprendre comment notre outil permet de conduire ces analyses-là. Et je laisse donc désormais la parole à Sybille pour le retour d'expérience de Solina. Merci Dorothée. Alors d'abord, je vais juste vous dire un mot sur Solina parce qu'en général, notre nom n'est pas très connu dans le grand public. Donc Solina, on est un fournisseur de solutions pour les clients dans l'industrie agroalimentaire. Donc solution, ça veut dire quoi? Donc nous, on est très très fort pour donner du goût, de la texture, de la durée de vie aux aliments. Pour illustrer ça, je pourrais vous dire, par exemple, si vous mangez des chips goût poulet braisé, ben, nous, on fait le poulet braisé. Quand vous mangez du saucisson, on fait tout ce qui n'est pas le cochon. Et si vos frites sont bien croustillantes en sortant du four, c'est aussi grâce à Solina. Donc, on n'est pas très connu, mais on a pas mal d'impact dans la chaîne agroalimentaire. Et pour l'intérêt de ce webinaire, je voulais juste vous montrer un tout petit peu notre chaîne de valeur. Donc, évidemment, en tant qu'industriel, enfin, on travaille que avec des matières premières d'origine naturelle. Donc, nous, on est dans le cas de figure où 100% de notre activité économique hein, est dépendant de la biodiversité. Sinon, on n'aurait plus rien à acheter. Mais on n'achète pas directement à l'amont agricole. C'est-à-dire qu'il y a toujours un intermédiaire entre nous et l'amont agricole. Voilà, ce qui rajoute une étape peut-être de complexité dans notre chaîne de valeur sur laquelle je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Mais donc voilà, on est vraiment au milieu de tout ça. Donc on travaille avec des fournisseurs d'ingrédients et nos clients, c'est des industriels, des chefs, des bouchers dans l'industrie agroalimentaire avant que ça arrive dans l'assiette du consommateur final. Donc nous, on a lancé ce projet de biodiversité sous l'impulsion de notre partenaire et investisseur qui a pensé que ce serait intéressant de travailler
euh, Schneider Electric's Advisory Service. Excuse-moi, j'ai encore un peu de mal à pas dire EgoAct. Sur ce sujet pour d'évidentes raisons. Donc, comment ça s'est passé pour nous? Je pense que Sabrina et Dorothée ont d'abord regardé une analyse de notre stratégie environnementale, hein. Ça, c'était peut-être un travail un peu de recherche préparatoire, comme on a vu tout à l'heure dans l'exposé de Dorothée. Donc ensuite, elles ont analysé les impacts et dépendances de Solina par rapport à la biodiversité. Et elles ont identifié tout ce qui était l'exposition de Solina sur les risques. Là, évidemment, on a choisi ensemble de creuser certains sujets parce qu'on ne pouvait pas regarder toute notre chaîne de valeur, hein. On a 50 usines dans le monde entier et on source 4000 matières premières différentes. Donc, on les a pas fait travailler sur les 4000 matières premières différentes. On a eu pitié. Donc, on a choisi vraiment des sujets qui étaient plus importants pour nous en termes d'exposition. Et puis, après cette identification des risques, on est vraiment passé de la théorie à la pratique avec un atelier de validation. Et je trouvais que c'était vraiment une étape très intéressante du projet où, en fait, on a fait asseoir autour de la table pas mal de fonctions différentes qui ont vraiment apporté chacun leur expertise autour de la valorisation. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on est vulnérable par rapport à ces expositions qui ont été trouvées de manière technique et experte par l'équipe. Mais donc, à quel point on est vulnérable, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut venir que de nous. Et donc voilà, donc on avait essayé de rassembler des experts financiers, on avait la direction juridique qui était là aussi. Évidemment, côté opération, on avait des chargés d'environnement, un responsable de la supply chain et des acheteurs, évidemment, de matières premières on avait deux grosses typologies de risques, hein, une liée à nos opérations propres et une liée à notre chaîne de valeur, donc à ce qu'on achète. Et donc ça, c'était vraiment un moment clé du projet d'être tous autour de la table et vraiment de se dire, OK, si on regarde les risques un par un, quelle est notre vulnérabilité? Et puis de transformer ça évidemment en impact financier, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on priorise des risques, hein. C'est en se disant, bon, si jamais tout se passe mal, où est-ce qu'on arrive? Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. Le livrable, évidemment, c'est l'analyse des risques consolidée, hein, qu'a fourni Schneider Electric, qui est basée sur tout ce qu'ils ont apporté comme expertise, nous, ce qu'on a apporté comme compétences internes. Et puis, voilà, on a tous les risques, on a des outils pour identifier des potentielles opportunités aussi liées à la biodiversité. Et puis après, l'étape 4, c'est vraiment à nous de l'intégrer dans notre stratégie environnement de manière plus globale. Et là, la balle est dans notre camp. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais juste vous partager après la matrice. On a fait une matrice des risques donc qui était beaucoup plus complète que ça, évidemment, mais que je n'allais pas présenter ce matin, sinon on serait encore là dans une demi-heure. On a validé en quelque sorte que les risques sur nos propres opérations étaient assez limités. Donc oui, on a des usines un peu partout dans le monde, mais finalement, les risques sur ces usines, on doit pouvoir les maîtriser. Et que le risque principal était sur nos achats de matières premières. C'était évident, mais ça a permis vraiment de leur donner une dimension et des données physiques sourcées en termes d'impact sur la nature, en termes de risque et en termes de potentiel impact financier. Voilà, si on ne fait rien. Et après, je voulais vous partager voilà, quelques points clés de ce qu'on a retenu, en tout cas en interne, aussi à la suite de ce projet. Donc, la sensibilisation à la biodiversité, c'est vraiment extrêmement important. Donc, on en a une part qui a vraiment été faite par cet atelier. Et après, c'est à nous, bien sûr, de continuer à sensibiliser en interne, hein. Je pense qu'on a encore un gros travail à faire derrière. Euh, pour que cette vague, qui est la plus grosse vague dans le schéma que vous nous avez montré tout à l'heure, on la prenne vraiment en compte à la taille et la mesure qu'elle a. Il faut évidemment qu'on intègre les résultats dans notre gestion de risque. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait fait déjà une analyse des risques climat. Et il y a certains risques qui se ressemblent, notamment le stress hydrique, par exemple, ou les coulées de boue.
Mais comme on les regarde sous un autre angle, ça impacte pas forcément les mêmes sites. Donc si un jour vous voyez des résultats d'analyse de risque biodiversité et que vous vous dites ah bah non mais ça on l'a déjà fait, l'impact par exemple du stress hydrique on le connaît déjà sur nos propres opérations, en fait pas forcément parce que là on le regarde sous l'angle du service écosystémique et pas sous l'angle du réchauffement climatique. Donc ça, c'est des résultats qui se complètent en fait. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a appris lors de cette mission. Et qu'est-ce qui nous manque pour construire notre vraie stratégie biodiversité? En fait, on a besoin de mieux connaître notre chaîne de valeur. Donc on la connaît très bien en termes de qualité, hein, évidemment, c'est les ingrédients alimentaires, donc on la connaît très bien en termes de qualité, en termes d'origine, tous les pays qu'on a validés pour sourcer tel ou tel type d'ingrédients. Mais en fait, quand on parle de la nature, on a besoin d'être beaucoup plus précis que ça. On a vraiment besoin de connaître la source d'origine, le bassin hydrologique et des données géographiques plus précises sur d'où viennent nos matières premières. Surtout que nous, on source aussi des épices très rares, par exemple, qui viennent d'endroits particuliers dans le monde. Et donc nous, on a pris ça en interne aujourd'hui et on va travailler sur une meilleure connaissance physique et géographique de notre chaîne de valeur. Et là, je vous ai montré un petit graphe en dessous qui est aussi le graphe dont tout le monde se souvient et qui, je pense, vient des analyses de Dorothée sur quand on achète 1 kilo de farine en France. Enfin, si le kilo de farine qu'on achète vient de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni ou des États-Unis, son impact sur la nature a rien à voir. Et on a beau se dire que si on regarde la France et l'Allemagne et le Royaume-Uni, par exemple, on est en Europe sur des pratiques agricoles qui nous semblent similaires quand on y pense comme ça. Et en fait, ça peut avoir une très très grosse différence d'impact sur la nature. Donc, on a vraiment besoin d'expertise pour prendre ça en compte. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Et voilà, et s'il y a des questions un peu plus tard dans le chat, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Sybille. Oui, il y a quelques questions à ton attention, donc on y répondra à la fin. Donc, moi, je vais passer du coup à la suite. Donc, effectivement, donc, comme vous l'aurez compris, on va passer du coup maintenant à la présentation de nos solutions. Donc, quel est le constat? C'est que fort de notre expérience auprès de nos clients depuis 3-4 ans qu'on travaille avec eux sur les sujets biodiversité nature, et également fort de notre expérience depuis plusieurs années sur les risques climatiques, on a développé en fait des solutions qui permettent de répondre à des questions clés pour nos clients autour de ces sujets-là. Donc, je vais faire un focus sur deux de nos outils. Donc, le premier outil qui permet de répondre à la question comment savoir si mes sites sont situés à proximité de zones sensibles à la biodiversité. Donc, je pense que ça doit parler à certains d'entre vous. C'est des exigences qu'on peut trouver dans différents cadres de reporting et des cadres volontaires et réglementaires. Donc, par exemple, dans le CDP, on va vous demander quelles sont vos locations prioritaires, donc localisation prioritaire, priority location, donc que ce soit pour les questionnaires eau, les questionnaires forêt et sur le questionnaire biodiversité. Donc, voilà, ça permet de répondre à ces questions-là. Dans la CSRD également, on vous demandait le nombre de sites que vous déteniez en propre à proximité de zones sensibles pour la biodiversité. Donc, c'est pour ça, du coup, qu'on a développé Biodivap. Donc, le mieux, c'est que je vous présente en direct comment ça se passe. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, du coup remplir un fichier Excel avec des données d'entrée. Donc, dans les données d'entrée très simples, le nom de vos sites, les activités du coup qui sont effectuées sur ces sites, et puis les coordonnées GPS. Donc, pourquoi on demande les activités? Parce que en fait, en fonction du type d'activité, on va définir un buffer, donc un périmètre sur lequel va porter du coup l'étude, qui va être différent, parce qu'on estime, et la littérature scientifique estime, que un bureau, par exemple, n'aura pas la même zone d'impact qu'une mine. Hein, donc, on va du coup avoir un buffer de 5 km pour un bureau et on pourra aller jusqu'à 25-50 km si on veut pour une mine. Donc, ça va définir du coup des zones d'études qui vont être différentes où on va pouvoir aller regarder ce qui se passe dans ces zones.
Donc, une fois qu'on a rempli du coup ce fichier assez simplement, du coup, on va pouvoir aller sur l'application. Sur l'application, on va télécharger le fichier. Donc, je l'ai fait pour la démonstration, ce qui va nous permettre d'accéder au tableau de bord. Et donc, sur le tableau de bord, on va avoir accès à une carte qui nous permet de visualiser. Alors, du coup, j'avais un filtre. Donc, qui nous permet de visualiser l'ensemble des sites, votre portefeuille de sites, avec le niveau de risque. Donc, niveau de risque, ben, pour l'instant, la seule chose qui est prise en compte, c'est la distance à une zone sensible biodiversité. Donc, plus c'est rouge, plus il y a de zones sensibles biodiversité qui sont présentes à proximité de votre site. Donc, on, on peut du coup ensuite zoomer du coup sur une localisation, pardon. Par exemple, on va aller voir ce qui se passe au niveau de ces sites. Donc, on a un site là, un entrepôt. Euh, du coup, si on clique, du coup, on va voir ce qui se passe. Ça nous permet, j'étais trop loin, de voir que sur c'est un entrepôt, donc c'est un buffer de 5 km. On a du coup 9 sites sensibles à la biodiversité dans ce buffer. Donc, ça représente 1,5 hectare environ. Et on a les pourcentages aussi qui vont se calculer automatiquement. On peut aussi aller regarder ce que c'est comme type du coup, de zone sensible. Donc là, essentiellement, on voit que c'est c'est en lien avec les trames vertes et bleues, donc des réservoirs de biodiversité. Donc là, c'est un réservoir de biodiversité de type forestier. Et on peut aller rechercher aussi, du coup, le nom, si on veut des informations complémentaires qu'on peut aller rechercher par ailleurs en faisant une revue de littérature. Euh, on peut, si on regarde un autre site, par exemple, on a la possibilité d'avoir aussi des informations sur les Key Biodiversity Area. Et si vous avez vous cherchez aussi des informations spécifiques sur des types de zones, donc par exemple les zones Natura 2000, on peut aller rechercher aussi ce type d'informations. Et vous allez avoir, par exemple, donc là on va aller sur la zone Natura 2000, allez, on va aller côté français, parce que c'est le Valais du Rhin. Vous avez accès du coup à des informations avec les listes d'espèces qui sont concernées pour cette zone. Donc en fait, hein, avec du coup des informations que vous pouvez avoir directement en cliquant sur le site. Toutes ces informations, elles se retrouvent également sur une table. Du coup, vous avez, hein, si on reprend le site sur lequel je viens de cliquer, ben, du coup, on retrouve bien du coup les zones Natura 2000, on retrouve bien le Key Biodiversity Area. Et ces informations sont aussi, vous pouvez aussi les exporter. Donc là, je l'ai fait avant. Et vous avez du coup toutes les informations avec euh, les, euh, les, les sites et puis les distances aux principaux zones sensibles. Et puis après, par type de zone et pour chaque site avec le nom du coup de chacun des sites. Donc qui va vous permettre du coup de faire vos reportings de façon plus automatisée, on va dire, sur ces sujets-là. Ce qui est intéressant en fait dans notre solution, c'est que on peut assez facilement, du coup, on peut facilement intégrer des nouvelles bases de données. Donc, si vous avez du coup une base de données spécifique à un pays qui paraît intéressante, on peut l'intégrer. Du coup, ce qui permet d'avoir des informations qui peuvent être très locales, puisque du coup, au-delà du coup de l'identification des zones sensibles, c'est intéressant d'avoir des informations qui soient localisées quand on parle de biodiversité. Donc, c'est vraiment l'intérêt de cette solution. Le second outil qu'on va vous présenter, donc il est encore en cours de développement, donc on ne pourra pas vous faire une démonstration pure et dure aujourd'hui. Il sera finalisé en début 2026, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment ce qu'on a prévu du coup dans cet outil et comment on a prévu de faire cette évaluation des risques liés à la nature. Donc, les données d'entrée, ben,
l'objectif de cet outil, c'est vraiment d'avoir un score de risque au niveau de vos sites, donc de pouvoir exporter vos résultats et d'avoir un tableau de bord interactif à disposition. Donc, on s'est appuyé pour ça sur 33 bases de données pour le moment. Tous les capitaux naturels sont couverts, donc les espèces, sol, terre, eau, atmosphère. On a également été regarder la confiance sur les jeux de données et les règles de notation sont transparentes. On n'a pas de boîte noire. On sait expliquer d'où viennent les scores et on sait désagrégé les scores également, donc à différents niveaux. Pour cela, du coup, on a utilisé des jeux de données qui permettaient un alignement avec les différents cannes, que ce soit TNFD, CSRD, le CDP ou LSBTN, et qui permet aussi d'avoir une méthodologie qui est comparable à notre outil de risque climatique, qui permettra un alignement peut-être futur, du coup, et même une seule et même solution pour pouvoir, du coup, évaluer les risques nature et climat. Donc, comment ça se passe? Donc, on a les données d'entrée assez simples, donc les mêmes données d'entrée que celles pour Biodivab, donc la localisation, coordonnées GPS et les activités. On peut aussi intégrer des polygones si vous avez des périmètres de site et que vous voulez avoir ou une périmètre d'un foncier un peu plus important et vous voulez avoir une analyse un peu plus ciblée sur un polygone et l'importance de ce site pour votre activité. Donc, on peut y mettre voilà, une importance de l'activité. On fait tourner avec les bases de données, donc nos 33 bases de données. Et en résultat, vous allez avoir une cartographie des risques par capital naturel, un score global, un score du coup aussi pour chaque site, et une évaluation de l'exposition et de la vulnérabilité de chaque site, ce qui vous permet en fait d'avoir une hiérarchisation des sites en fonction de la criticité du risque. Donc ça vous sort déjà une liste de sites prioritaires en fonction de où ils vont se situer sur la matrice exposition et vulnérabilité. Ça permet de faciliter aussi l'exercice de priorisation. Donc, je vais vous montrer du coup faire une petite démo un peu sur la base de, de ce des premiers du coup des premiers exercices qu'on a fait. Donc, juste pour que vous ayez en tête les indicateurs qu'on a pris en compte, donc les bases de données qu'on a pris en compte, elles sont sur différentes typologies en lien avec notre méthodologie et l'équation de risque physique que Dorothée vous a présenté tout à l'heure. Donc, on va regarder l'état de la nature, les facteurs externes, les pressions et les dépendances. Donc, dans tout ce qui est pression et dépendance, on utilise la base de données encore sectorielle, mais en fait, l'intérêt de notre approche, c'est qu'on va y combiner en fait des informations sectorielles avec des informations locales sur la nature et des facteurs externes qui sont locaux. Donc, ça permet d'aller au-delà de ce qu'encore peut donner comme information en intégrant une dimension territoriale, ce qui va renforcer la pertinence et la précision de l'analyse pour chaque secteur dans son contexte géographique. C'est vraiment voilà, une différenciation, vraiment pouvoir croiser en fait des données sectorielles et des données locales. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans Narval? On va pouvoir du coup gérer un portefeuille de sites, avoir une vue d'ensemble des risques. On traite à la fois les risques physiques et les risques de transition. Et on va y intégrer le module zone sensible que je vous ai présenté auparavant. Qu'est-ce que ça va permettre également? Ça va permettre d'avoir du coup des résultats globaux, que ce soit par type de risque, donc mes risques de physique où j'en suis, mes risques de transition où j'en suis, où sont situés, comment sont répartis mes sites sur ces différentes thématiques. Pour l'ensemble des sites, on peut aussi avoir une approche par étape de chaîne de valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, hein, comme l'a dit Sybille, ça permet aussi de pouvoir, lors du passage à l'action, ou en tout cas, si on veut creuser certains sujets, c'est d'aller se poser la question où dans la chaîne de valeur c'est plus nécessaire d'aller chercher de l'information complémentaire ou concentrer les actions de mitigation des risques. Et on a aussi la matrice de risque qui croise du coup l'exposition et la vulnérabilité. Donc ça, c'est la partie, on va dire,
overview. Et on a aussi une visualisation par carte, comme vous avez pu le voir dans Biodivap. Donc, avec une possibilité de zoom, que ce soit par capital naturel. Donc, on peut aller regarder que la partie eau, que la partie espèce, si on a envie. On peut aller aussi regarder par type de score, si on veut aller regarder juste le score d'exposition ou le score de vulnérabilité. Et, euh, euh, et on peut après avoir des cartes du coup spécifiques. Donc, par exemple, une carte d'analyse approfondie qui va être que sur la thématique de l'eau. Qu'on peut aller aussi filtrer si on veut regarder que nos opérations directes, par exemple. On peut aller filtrer que sur les opérations directes ou que sur les usines. On ne veut pas aller regarder ce qui se passe aux côtés des bureaux. Donc, on peut aller filtrer sur. On a différentes dynamiques autour des filtres. Donc, l'intérêt de Narval, c'est que il n'y a pas de boîte noire, on maîtrise les données de sortie, on utilise des bases de données qui sont publiques. On a aussi, du coup, on a tout un programme de développement qui est défini. Donc, par exemple, on sait que l'année prochaine, on va travailler sur l'intégration d'un module impact qui va être basé sur les données réelles de nos clients. Donc, vos sites émettent des pollutions, ils vont consommer de l'eau, ils vont avoir du coup des émissions de gaz à effet de serre, une occupation des sols. Bah, toutes ces données-là, on va pouvoir les intégrer et faire la combinaison des impacts par rapport à vos données réelles. On a aussi tout un travail en réflexion sur la quantification financière. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent Éclair, notre plateforme risque climatique, on est déjà très avancé sur le sujet de la quantification financière des risques climatiques. Donc, on va mettre à profit ce qu'on a pu faire sur le climat, sur la nature également, et aussi un travail sur les actions, toute la partie action. Donc, voilà. Et on va intégrer aussi de nouvelles bases de données, notamment des bases de données complémentaires sur les océans, par exemple, pour traiter ces sujets-là, sur les espèces. Donc, voilà, on a des étapes de développement et on sait que déjà que courant 2026, il y aura du coup des améliorations qui seront apportées à l'outil. Donc, on va pouvoir du coup finaliser du coup ce webinaire. Donc, je voulais du coup revenir avec vous sur les challenges un petit peu autour, que ce soit autour de la biodiversité, de la nature et des risques. C'est pas un sujet c'est un sujet qui est pas forcément évident à appréhender. Donc, en plus, on n'a pas de métrique unique comme on peut l'avoir du coup sur le carbone. Donc, les indicateurs sont hétérogènes. On a du MSA, on a du PDF, on a du STAR. Et chaque méthodologie va couvrir des dimensions différentes. Donc, ça peut mener à un manque de lisibilité, contrairement à ce qu'on a sur la tonne CO2. On n'a pas aussi de scénario. Donc, on n'a pas de scénario comme pour le climat. On n'a pas de cadre équivalent à ce qu'on a sur le climat. Mais pour autant, ça commence à se structurer, notamment autour des objectifs du Global Biodiversity Framework de Kunming-Montréal. Mais ça ne se traduit pas encore en trajectoire sectorielle ou en trajectoire géographique précise. On n'a pas de standardisation financière pour le moment. Par exemple, on n'a pas de prix de la biodiversité comme on peut avoir un prix du carbone. Et on a des approches qui varient, donc on n'a pas de méthode qui soit harmonisée sur le sujet. On a également, donc face à ces constats, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est important de prioriser avant de passer à l'action, parce que il faut que vos actions elles soient en lien avec vos enjeux. Donc la notion de priorisation elle est importante. Donc on priorise déjà les impacts et dépendances qui nous permettent de faire c'est des démarches en entonnoir, un premier entonnoir. Ensuite, on va aller évaluer les risques qui sont en lien avec ces impacts et dépendances que vous avez priorisés, ce qui vous permet d'identifier vos localisations prioritaires, que ce soit d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue de vos activités, mais aussi d'un point de vue géographique. Et ça vous permet aussi de vous rassurer aussi sur le fait que les actions que vous allez mener, elles sont bien en lien avec vos enjeux et de ne pas être taxé derrière aussi de greenwashing et de bien de mener vos actions en lien avec là où c'est le plus important pour la biodiversité et au plus proche de où vous générez les impacts, parce que ça, c'est aussi important. Vous l'aurez compris, nous, notre approche, c'est aussi une approche holistique, c'est-à-dire de ne pas traiter la biodiversité en silo et le climat en silo, mais d'avoir vraiment des approches qui soient, on aime assez
ce qu'a proposé l'IPBES dans son dernier rapport sur le Nexus, vraiment d'avoir une approche qui prenne en compte les différentes composantes, que ce soit sociétal, on va dire, dans l'entièreté, et de choisir le scénario qui permette à tout le monde d'avancer dans le meilleur, un meilleur état, en tout cas. Et également de se dire que de ne pas attendre l'outil ou la métrique parfait pour agir. En fait, on a déjà des choses qui sont à disposition. On sait que on le voit dans la présentation qu'on a faite, on sait que nos outils vont évoluer, que les bases de données vont évoluer. En même temps, c'est un sujet qui foisonne. Du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du sujet de la biodiversité. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut commencer à faire cette priorisation. Elle sera affinée par la suite, mais vraiment ne pas attendre pour passer à l'action. Donc, pour garder en tête quelques éléments clés, donc c'est de se dire que comprendre, bah, du coup, c'est la première étape. Donc, c'est vraiment important. C'est ce que Sybille a dit, et c'est ce qui se passe chez beaucoup de nos clients, c'est de se dire, bah, pour pouvoir bien appréhender ces sujets, il faut déjà les comprendre. Donc, comprendre ses impacts, ses dépendances, où ça se passe sur sa chaîne de valeur, sensibiliser les différents collaborateurs de votre entreprise. Que les risques liés à la biodiversité, ils existent déjà. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on est en train de se dire, ça va se passer, quel est le scénario? Non, ils sont là, en fait. Et on sait déjà qu'on a la perte de revenus associée, du coup, à la dégradation de l'état de la nature, et notamment des services écosystémiques. Donc ça, c'est vraiment important. Mais aussi, pour rester quand même sur une note positive, la nature, elle est source d'opportunités. Et finalement, ça peut favoriser l'innovation et la création de valeur à long terme. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête, et c'est de se dire, bon, OK, là, on a parlé des risques, mais il y a aussi tout le sujet des opportunités qui est aussi tout un versant à étudier pour pouvoir rester dans une dynamique qui soit la création de valeur. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été intéressé par ce qu'on vous a dit. Donc, je vois qu'il y a plein de questions, du coup, dans, dans le chat. Donc, je ne sais pas, du coup, si on pourra répondre à l'ensemble, mais on y répondra en tout cas. On vous renverra les réponses par mail si on ne répond pas à l'ensemble en direct. Peut-être une question pour Sybille. Comment ont été sélectionnés les matériaux clés par rapport à, du coup, OK, il y a, euh, il y a 4000 ingrédients, tu as dit, et quels ont été les critères de sélection? Comment, voilà, parler un petit peu de cette partie. En fait, on a déjà regardé, on a sélectionné ça ensemble, hein, évidemment. Mais on a regardé deux axes. L'axe volume, quelles étaient les matières premières qu'on achetait le plus, et en tenant compte aussi des pratiques agricoles. C'est-à-dire que sur le blé et le colza, par exemple, on sait que c'est des pratiques agricoles en Europe qui sont pas très respectueuses de la nature. Donc on était parti sur ça. Donc l'angle gros volume et quels sont les impacts sur la biodiversité. Et on a aussi regardé des matières premières plus spécifiques, plus rares, qui représentent des moins gros volumes mais qui ont un intérêt stratégique pour nous. Donc voilà, on a fait on a regardé ces deux axes-là pour prioriser dans un premier temps certaines matières premières. En vrai, si on devait toutes Mm. les ranger, effectivement, il faudrait toutes les regarder. Mais Effectivement. Et il y a une question aussi en lien, alors je sais pas, Dorothée ou Sybille, je sais pas qui prend la réponse, c'est les causes du delta, effectivement, entre l'impact biodiversité du blé en France, en Angleterre et aux États-Unis. C'était principalement sur le rendement. Donc, pour donner un peu plus de détails sur cette analyse que Sybille a présentée, donc c'est une analyse qu'on a menée avec le GBS, qui est un outil qui permet de mesurer un indicateur d'empreinte biodiversité selon les matières premières, et donc qui a permis de hiérarchiser. Et donc, en effet, c'est principalement sur le rendement qu'on va avoir, qui peut expliquer en partie cet écart. Et juste pour compléter aussi sur ce que Sybille expliquait sur la priorisation des matières premières, donc une fois qu'on avait en effet priorisé via l'axe
volume. Nous, on a également croisé avec l'impact justement du GBS, où on a croisé avec l'équivalent du facteur d'émission climat, mais là, on est sur la biodiversité. Et aussi si en effet ces indicateurs, ces matières premières étaient sur les listes HICL, donc High Impact Commodity List, qui sont en fait une liste qui permet de identifier les matières premières clés en matière de biodiversité. Donc c'était voilà, une priorisation commune. Ok, merci pour ces compléments. Donc, il y a une question aussi sur comment, du coup, faire le lien entre les démarches biodiversité et la nouvelle norme ISO 14001. Donc, effectivement, donc la norme ISO 14001 est en cours de refonte et du coup, il va y avoir, donc, jusqu'à présent, on s'intéressait aux autres typologies d'impacts environnementaux sur l'eau, sur l'air, sur le sol. Et donc là, maintenant, il va y avoir une partie biodiversité. Donc, il faut savoir qu'au sein de l'ISO, il y a du coup maintenant un comité technique biodiversité, du coup, qui essaye, enfin, quand, on essaye du coup de prendre en compte du coup les aspects biodiversité dans l'ensemble des normes, en tout cas de mieux prendre en compte. Et du coup, euh, la, la nouvelle norme ISO 14001, ce sera vraiment euh, une première étape, notamment sur la partie impact et dépendance qu'on vous a présentée. Et donc, il y aura bien cette notion d'impact et dépendance à la biodiversité à intégrer dans votre euh, analyse environnementale, à intégrer dans la partie analyse environnementale. On voit voilà, qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau de l'ISO justement pour alimenter toutes les normes qui existent sur le sujet biodiversité afin que du coup ça soit mieux pris en compte en tout cas d'un point de vue standardisation. Voilà, alors je regarde donc alors, comment le détricotage des ambitions environnementales via Omnibus de la CSRD a impacté la prise en cause des enjeux biodiversité par les entreprises? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, on a vu un recul du coup de la partie réglementaire sur la partie biodiversité. Donc, en tout cas, nous, chez nos clients qui étaient déjà engagés sur le sujet, ils poursuivent du coup en se disant de toute façon, je pense que comme Sybille l'a dit, c'est pas qu'une question réglementaire, c'est une question aussi de risque pour l'entreprise et de pérennité de l'entreprise. Donc il y a beaucoup d'acteurs du textile, de l'agroalimentaire qui sont du coup fortement en lien avec la nature et fortement dépendants de la nature, qui ont compris que finalement ça allait aussi au-delà euh, des exigences réglementaires et que c'était important pour eux de mieux comprendre l'interaction qu'ils pouvaient avoir pour mieux prendre en compte ces risques et aller chercher aussi de l'information sur leur chaîne de valeur. Parce que voilà, c'est ça qui est important, c'est que derrière, on se rend compte que au niveau de la traçabilité des chaînes de valeur, c'est parfois compliqué d'aller chercher de l'information et que quand on parle de biodiversité, il faut qu'on aille chercher de l'information au niveau local. Donc ça permet finalement pour certains acteurs, on n'a pas vu de différence dans l'implication. Ils restent impliqués sur les sujets. Pour d'autres qui étaient peut-être un peu moins en prise avec les impacts directs, ou des dépendances directes à la nature, on peut voir effectivement un petit recul. Donc là, c'est à nous aussi de rester motivés pour eux, les convaincre que c'est un sujet qui peut avoir un impact aussi sur la pérennité de leur entreprise. On a des questions aussi sur la notion de zone sensible. C'est quoi la définition des zones sensibles dans l'outil? Donc, nous, la définition des zones sensibles qu'on a pris, c'est la définition de la CSRD, donc, qui est une définition assez large, parce qu'on n'a pas de définition, enfin, voilà, et qui est assez large, mais qui reste assez floue, parce qu'il y a des trois petits points, etc. Donc, c'est-à-dire, la CSRD, elle demande de prendre en compte les Key Biodiversity Area, les zones qui sont prises en compte dans la directive Habitat Oiseaux, donc c'est tout ce qui est Natura 2000, euh, et les World Protected Area. Donc effectivement, euh, les zones sensibles, elles peuvent être différentes en fonction des pays. Donc voilà. Donc nous, on essaye d'avoir une approche qui est assez large
pour essayer d'avoir un maximum de zones sensibles. Et après, dans nos outils de hiérarchisation, on peut donner un poids différent à telle ou telle zone en fonction des enjeux du client. Donc, donc c'est pour ça qu'en France, on a intégré, par exemple, sur le territoire français, on a les SNIEF aussi, on a les trames vertes et bleues. En Europe, on a intégré toute la partie Natura 2000. Et voilà, on peut intégrer des données aussi spécifiques. Donc là, on va intégrer des données pour l'Angleterre, par exemple, des données spécifiques équivalentes aux SNIEF, mais pour l'Angleterre. Et on peut le faire aussi pays par pays. Euh, voilà un peu. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. J'ai fait un maximum, mais je répondrai du coup, on y répondra avec un mail du coup euh, qu'on vous renverra. Et n'hésitez pas en tout cas à nous recontacter si vous voulez plus d'informations ou si on n'a pas répondu complètement à toutes vos questions. Et merci encore, Sybille, Dorothée, de votre participation. Et merci à tous pour toutes ces questions fort intéressantes.